Nous sommes le jeudi 24 novembre 2016. Bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités, celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Voici le sommaire. Jean-Frédéric Poisson, candidat à la primaire de la droite, président du Parti chrétien-démocrate, a apporté son soutien pour le second tour à François Fillon. Mais au-delà de cette élection, quel sera l'avenir politique de celui qui est également député de la deuxième circonscription? Il est en plateau pour en parler. Mois sans tabac, l'opération lancée par le ministère de la Santé touche à sa fin, mais l'opération est-elle véritablement efficace? Le point de vue du docteur Christine Camus, cartro, tabacologue, ce sera dans quelques minutes. Jean-Frédéric Poisson, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Il est à peu près 18h30 lorsque nous enregistrons cette séquence. Dans moins de 2 heures, il y aura le débat, l'ultime débat de cette campagne de la primaire de la droite et du centre. J'imagine que vous allez suivre ce débat avec attention. Vous vous attendez à un débat difficile entre Alain Juppé et François Fillon. Le ton a été rude pendant Le ton a été l'entre-deux-tours. rude pendant les 3 premiers jours de l'entre-deux tours, mais j'ai entendu un certain nombre de porte-parole d'Alain Juppé souhaiter que les polémiques cessent et qu'on revienne à une forme de calme qui devrait présider en général aux échanges politiques, ce qui augure d'un débat certes sans doute musclé, certainement très différencié, puisqu'on voit bien qu'il y a 2 trajectoires possibles pour le pays. Mon souhait, c'est qu'on voit clairement ces 2 trajectoires et que les électeurs puissent choisir en pleine connaissance de cause. Votre choix s'est d'ores et déjà porté vers François Fillon. Oui. On va revenir un petit peu sur les motivations. Pourquoi l'avoir rejoint? Qu'est-ce qui a déclenché justement cette volonté chez vous de le soutenir? Sachant qu'il y a des points de différence, on va y revenir après. Bien sûr, oui. Le fait que sur un certain nombre de sujets que nous considérons comme essentiels et sur lesquels je l'ai sollicité, c'est-à-dire la question de la famille, la question de l'éducation, la question du service national, la lutte contre la pauvreté et le partage des richesses, et enfin la question du dialogue social. Sur ces 5 éléments qui ont été pour nous, pendant la campagne primaire, des éléments centraux, François Fillon a manifesté un souhait de les voir effectivement occuper une place de premier plan dans son propre projet. Et c'est la base d'un accord politique et j'espère d'un travail commun qui se poursuivra dans la suite. Je parlais des points de désaccord il y a quelques instants. Maintenir le principe du mariage pour tous, le programme économique qui est beaucoup plus libéral aussi. Oui. Ça, ce ne sont pas 2 points rédhibitoires pour vous? Non, parce que d'abord, il y aura sans doute des ajustements possibles, et je pense qu'il en faudra, parce que, je reste très interrogatif sur la possibilité pour notre pays et pour les Français de supporter une austérité qui me paraît décalée par rapport à ce qu'on peut effectivement être capable d'accueillir dans la situation du pays aujourd'hui. Maintenant, ce qui rassemble nos 2 projets permet, je crois, malgré tout, d'envisager une coopération fructueuse. Lorsque vous dites ça, ça veut dire que le projet qui est présenté aujourd'hui par François Fillon n'est pas le projet définitif finalement? Ah, de toute façon, vous savez, un projet politique, ça évolue avec le temps. Ceci dit, les électeurs vont se prononcer ce week-end. Bien donc, sûr, oui, mais ils se prononceront sur la base de ce qu'il aurait présenté. Et je ne doute pas de la sincérité de François Fillon dans ce qu'il présente. Maintenant, la campagne présidentielle va s'ouvrir. La situation de la France sera, dans 6 mois, telle que nous ne la connaissons pas et absolument pas aujourd'hui. Et donc, une campagne fait aussi bouger un certain nombre de lignes et d'éléments. Donc, il faut s'attendre à quelques évolutions, je pense, sur un certain nombre de sujets, ce qui serait légitime. Et par ailleurs, ça manifesterait une volonté d'écoute et de prise en compte de la part de François Fillon d'un certain nombre de personnes qui l'ont rejoint et qui vont le rejoindre encore dans l'avenir. Et ça permettrait de rassembler cette famille, cette grande famille de la droite, parce qu'aujourd'hui, très clairement, on le voit, il y a quand même si le programme en ligne de fond est commun, forcément, et encore heureux au sein d'une formation politique, mais il y a quand même 2 visions qui s'opposent. On imagine mal, éventuellement, Alain Juppé ensuite soutenir pleinement, par exemple, François Fillon. Il y a des visions qui s'opposent, vous avez raison, mais comme vous le dites très justement, il y a malgré tout un certain nombre de points communs qui justifient le fait que nous soyons dans les mêmes familles Sur la politiques. vision de la société, ça peut quand même poser problème. Nous sommes tous convaincus de l'intérêt de la responsabilité individuelle, de la nécessité de renforcer la puissance de l'État, de relancer l'économie, de faire en sorte que les choses soient plus fluides en France en règle générale. Tout ça sont des points communs qui malgré tout permettent d'imaginer un rassemblement. Ensuite, ça ne sont pas que sur des nuances que les programmes diffèrent, bien entendu. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Il y a de vraies questions de société qui se posent, évidemment. Cela étant dit, il me semble que le rassemblement est nécessaire de toute manière. J'en reviens à votre score sur ce premier tour de la primaire, 1,5%, près de 70 000 voix. C'est satisfaisant par rapport à vos objectifs, sachant que, en dehors des 3 ténors, on va les qualifier comme ça, l'ensemble des autres candidats se sont partagés les voix qui restaient. Partager un peu les miettes. En réalité, 2 observations. La première, c'est que les Français se sont portés massivement, après un peu plus de 93%, sur les 3 candidats qui pouvaient faire état d'une expérience
réel à la tête et à la conduite de l'État dans le passé, ce qui indique qu'ils ne sont pas prêts pour, entre guillemets, l'aventure ou des choses un peu nouvelles ou un peu innovantes. Et ça, c'est paradoxal, parce qu'en général, quand il y a des sondages et quand on les sollicite, les Français sont plutôt partisans du renouveau et de changer les visages des politiques. Mais je pense que oui, mais ça fait partie des paradoxes sur le regard que portent les Français sur la classe politique. Ça n'est pas le seul. Mais je crois qu'il y a surtout l'expression d'une forme d'inquiétude, très clairement. Je pense que les Français savent et sentent très bien que nous sommes dans une situation extrêmement difficile, très grave, et que, comme dit l'autre, quand on est par gros temps, il vaut mieux mettre à la barre du bateau quelqu'un qui a l'expérience de la navigation. Deuxièmement, sur mon score en particulier, le score sur le plan arithmétique est évidemment décevant. J'aurais préféré qu'il soit supérieur, mais j'ai compris que je n'étais pas tout à fait seul dans ce cas. Par ailleurs, il est certain que ma présence dans la campagne a considérablement influé un certain nombre de thèmes qui ont été discutés, y compris d'ailleurs l'orientation du projet de François Fillon sur la fin de la campagne primaire dans le dernier mois. Et tout le monde est parfaitement conscient du fait que le poids que nous avons pesé avec le Parti chrétien-démocrate dans la campagne est sensiblement supérieur au score qui, arithmétiquement, demeure l'objectivation de la voix des électeurs. Mais par rapport à ce résultat, on vous a aussi entendu très critique, on va dire ça comme ça, vis-à-vis de votre traitement dans les médias, par exemple. Oui. Vous le déplorez? Bien sûr. On peut y revenir. Il y a eu ce coup d'éclat médiatique sur le plateau de France Télévisions, par exemple. Oui, mais il y en a un autre. Lorsque le journal... Aujourd'hui en France, Le Parisien, samedi matin, met à la une de son journal 6 candidats et non pas 7 pour annoncer le premier tour de la primaire. Il y a là quelque chose qui, sur le plan déontologique, est insupportable. Je reconnais tout à fait le droit à la rédaction du Parisien de ne pas partager ma vision de la France. Il a aussi le droit de ne pas mettre les 7 candidats en photo, de n'en mettre que 6 et pas moi. Mais ce n'est pas un problème de droit, c'est un problème d'éthique. Dans la conception de la vie politique et de l'information qui est la mienne, de telles choses ne devraient pas se passer. Pour vous, ça a joué dans les résultats? Ça a sans doute joué un peu, mais très franchement, le mouvement de fond qui a emporté les 4 candidats réputés plus petits dans le scrutin de dimanche dernier est d'une telle ampleur que, comment dire, ça n'aurait corrigé les choses malgré tout qu'à la marge. Mais encore une fois, ce n'est pas un problème de score, c'est un problème de comportement et d'appréhension et de comment dire, d'éthique journalistique, tout simplement. C'est ça que j'ai voulu contester, et sur le plateau de France 3, et que je conteste en ce moment, en ce qui concerne le comportement de la rédaction d'Aujourd'hui en France et Le Parisien dans ces éditions de samedi dernier. Vos objectifs, à présent, je l'ai rappelé tout à l'heure en introduction, vous êtes le député de la 10e circonscription des Yvelines, avant tout, et vous siégez encore aujourd'hui, oui, tout de même, en plus d'être président du Parti chrétien-démocrate. Quels sont vos objectifs? Ça va être de vous engager dans l'après-campagne de cette primaire. Écoutez, aux côtés du candidat? Quand nous nous sommes rencontrés avec François Fillon lundi dernier, nous avons remis à plus tard les échanges sur cet aspect. Laissons passer d'abord le second tour de la primaire. Je respecte assez à la fois les institutions, le choix des électeurs et les candidats en campagne pour ne pas perturber ce qui est la préparation normale et l'échéance de dimanche prochain. Il faut d'abord que François Fillon gagne dimanche prochain, puis après, on pourra parler de la suite. J'ai confiance, mais... Mais si on fait de la politique fiction, François Fillon l'emporte dimanche prochain, l'emporte en 2017, un ministère de la Famille, par exemple? Nous discuterons de tout ça le moment venu. Ça n'est pas du tout dans mes objectifs. Je ne lui ai pas demandé, il ne me l'a pas proposé, et nous n'avons pas parlé de ça. Je suis, comme... aujourd'hui tendu vers mon seul objectif, c'est-à-dire celui de redevenir député de la 10e circonscription des Yvelines, et je serai candidat à ma propre succession. J'annoncerai ça évidemment le moment venu. Ça n'est pas encore venu, mais ma seule ambition, c'est de continuer à défendre les intérêts de mon pays et des Français à l'Assemblée nationale à partir du mois de juin prochain. Sauf si on vous propose un poste de ministre entre-temps. Écoutez, pour l'instant, encore une fois, ça n'est pas à l'ordre du jour, ça n'a pas été fait et je ne l'ai pas demandé. Parce que vous insistez sur ce poste de ministre de la Famille qui est quand même particulièrement stratégique, même si on ne vous je... propose pas, parce que vous souhaitez qu'il soit placé au-dessus du ministère de l'Environnement, par exemple. Oui, pour rappeler la priorité de la préoccupation sur les personnes humaines, ou à l'égard des personnes humaines, par rapport aux préoccupations sur leur environnement. Je crois qu'il y a là un ordre des choses qui me paraît mieux organisé, mieux établi, lorsqu'on manifeste davantage d'importance aux familles qu'à l'environnement dans lequel vivent les familles, ce qui n'est pas une marque de dédain à l'égard de l'environnement, pas du tout, et au contraire, comme élu local à la tête de la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire, nous le montrons tous les jours. Néanmoins, dans les politiques publiques, je crois qu'il y a cet ordre à mettre en place. Par ailleurs, encore une fois, sur l'architecture prochaine du gouvernement, les choses viendront en leur temps, si elles viennent. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Une dernière question très rapidement. Vous n'avez pas de regret de ne pas vous être présenté directement à cette présidentielle et d'être passé par la case de la primaire? Non, parce que j'ai toujours considéré, ou en tout cas au moment où nous avons pris la décision, où j'ai pris ma décision, je considérais que la présidentielle se jouerait au couteau entre les 3 grandes formations politiques qui peuvent aspirer à être présentes au second tour.
le Front National, le Parti Socialiste et bien sûr et avant tout le candidat de la droite et du centre. Et je ne voulais pas, et le Parti chrétien-démocrate n'a pas voulu prendre le risque de priver le candidat de la droite et du centre des quelques points qui lui auraient éventuellement manqué pour accéder au second tour. Donc c'est une décision que nous avons prise en responsabilité. Je ne regrette absolument pas de l'avoir prise. Merci Jean-Frédéric Poisson. Merci et vous serez, en tout cas vous l'avez annoncé, prochainement candidat dans cette circonscription, la 10e, sauf si bien évidemment un poste de ministre se propose entre-temps, mais on aura l'occasion d'en parler. La 10e qui est la plus belle circonscription du département, c'est pour ça qu'elle est chère à mon cœur. Merci Jean-Frédéric Poisson d'être venu en plateau. Le mois sans tabac arrive bientôt à son terme. Cette initiative portée par le ministère de la Santé consiste à encourager les fumeurs à stopper la cigarette durant tout un mois, justement. Cela permettrait de multiplier par 5 les chances d'arrêter définitivement. Alors est-ce vraiment efficace? Nous sommes allés poser la question à un tabacologue du centre hospitalier de Versailles. C'est au micro de Nicolas Kirillovitz. On avait déjà la journée mondiale sans tabac, mais qui était tous les 31 mai, mais effectivement qui ne durait qu'une journée. Donc c'est la première année qu'il y a un mois complet sans tabac. Ça permet à un certain nombre de patients, sans qu'ils soient stigmatisés, parce qu'on ne parle pas des fumeurs, on parle du sans tabac, donc de prendre conscience qu'on peut peut-être essayer de s'en passer plus qu'une journée, voire un mois. D'autant plus que cette méthode a été accompagnée à partir du 1er novembre d'une augmentation du remboursement forfaitaire qui était essentiellement de 50 €, sauf quelques cas particuliers, et qui est maintenant de 150 € pour tous les fumeurs qui souhaitent prendre des substituts nicotiniques pour arrêter de fumer ou qui en ont besoin, parce que ce n'est pas forcément souhaité, on n'en a pas toujours besoin. Certains patients souhaitent vraiment arrêter du jour au lendemain, d'autres préfèrent y aller progressivement. Néanmoins, ce mois sans tabac peut être pris comme on commence à réduire, le but étant un jour d'arriver à ne plus fumer, sachant qu'une fois qu'on aura atteint cette étape, le problème aussi va perdurer puisqu'il va falloir aussi apprendre à ne pas recommencer à fumer, c'est-à-dire ne pas rechuter, et ça c'est aussi très compliqué. Le problème c'est que la dépendance au tabac est une dépendance complexe, elle est due à 3 choses, une dépendance physique, donc avec des besoins essentiellement en nicotine, une dépendance psychologique, donc avec un certain nombre d'émotions qui sont liées au tabagisme, et une dépendance comportementale avec un certain nombre de réflexes conditionnés d'habitude pris autour du tabac. Quand on arrête de fumer, on est pris en charge donc, par des médicaments ou des substituts nicotiniques pour la dépendance physique. La dépendance psychologique et la dépendance comportementale nécessitent un suivi, un accompagnement par des professionnels de santé formés à la tabacologie. Et quand il y a des rechutes, elle est essentiellement due à la dépendance psychologique, c'est-à-dire que la dépendance physique a disparu, la dépendance comportementale aussi, et il y a une émotion qui va revenir et qui va faire rechuter. Donc cette dépendance psychologique nécessite un suivi au long cours pour apprendre à gérer les émotions sans la cigarette. Or, l'apprentissage nécessite de la répétition et du temps. Personne n'apprend instantanément à faire quelque chose. Sachant que pour le tabac, il y a derrière des années de tabagisme et que ce n'est pas au bout de quelques jours d'arrêt ou au bout d'un mois qu'on a appris à ne plus avoir besoin de la cigarette. On parle d'arrêt récent du tabac quand ça fait 6 mois qu'on ne fume plus, d'arrêt qui dure persistant au bout d'1 an et d'arrêt confirmé au bout de 2 ans. Ça veut dire qu'au bout de 2 ans, ça ne veut pas dire qu'on ne rechutera jamais, mais il y a beaucoup moins de rechutes dans les 2 ans qui suivent l'arrêt qu'au-delà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a essentiellement, la majorité des rechutes surviennent au bout de 6 mois. Il y en a un peu moins après, et après 2 ans, il y a quand même quelques rechutes, mais beaucoup moins. Donc en fait, l'arrêt du tabac nécessiterait un suivi dans ces 2 ans. Fin du 7-8 invité pour ce soir. Rendez-vous lundi dès 18h45 pour une nouvelle édition de La Rédaction. D'ici là, n'oubliez pas les replays sur notre site internet. Très belle soirée.